Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation d'une magnifique course italienne, l'Estrade Bianche. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur les nouveautés 2024 de cette édition. Et puis, on parlera de la météo, des conditions climatiques, des favoris chez les dames, chez les hommes également, parce qu'on présente le parcours des deux courses. Et puis, on parlera du programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui voyez comme favori, surtout ce qui vous plaît dans le parcours, qui vous allez mettre comme grosse cote, ça m'intéresse. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Il y a également les shorts et TikTok. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Strade Bianche, pour moi, cette course, c'est la fin de la période de pré-saison. Je le dis toujours, mais pour moi, quand on arrive à Sienne, avec ces conditions climatiques qui sont rarement catastrophiques aussi, hein, il faut le dire sur l'Estrade Bianche, pour moi, c'est la fin de cette période, janvier, février, où on peut considérer que si un coureur n'est pas encore au top de sa condition physique, que c'est pas très grave au final, parce que la saison est encore longue, parce que les objectifs sont encore lointains. Quand on arrive au Strade Bianche, pour moi déjà c'est souvent le premier gros objectif de la saison pour pas mal de coureurs. Ce qui est pas totalement le cas sur encore le week-end d'ouverture en Belgique. L'Estrade Bianche, on sent que c'est déjà un objectif maintenant pour des coureurs. Et puis, souvent il y a le soleil. Et pour moi, c'est la fin de cette période où on est sur une période de pré-saison où les coureurs, ça ne les gêne pas, on va dire, de faire du kilomètre. Et là, l'objectif maintenant, c'est d'avoir des résultats à partir de maintenant. Et puis, c'est aussi le début presque, avec le home loop, ça beaucoup plus, mais de cette grande période mars, avril, hein, qui s'arrêtera, je dirais, du côté de Liège-Bastogne-Liège, de cette grande période de classique. C'est vrai que sur cette période-là, on a certes quelques courses par étape. Mais c'est les classiques qui vont vraiment nous passionner pendant tout le mois de mars et ce début de cette première moitié du mois d'avril. L'arrivée emblématique à Sienne, hein, donc alors, il y a toujours ce fameux débat, est-ce un monument? Est-ce que c'est bientôt le futur monument? Un monument, il y a un peu d'historique déjà sur la course, mais surtout pour moi, il y a du kilométrage. Certes, on a augmenté le kilométrage avec cette nouvelle boucle autour du Tolfé, mais on est qu'à 215 quand même, hein, on n'est pas encore à 240, 250 km. Donc là, je dirais, oui, ça ressemble beaucoup plus à un monument. Et puis, regardez l'Amstel. L'Amstel a beau avoir ce kilométrage-là, on a beau avoir eu des éditions spectaculaires de l'Amstel, c'est pas un monument non plus. Par exemple. Mais du côté d'Estrade, il faut le kilométrage, il faut aussi un peu d'histoire à cette course, et surtout des anecdotes emblématiques. Sur Paris-Roubaix, Liège, on a eu des éditions exceptionnelles, on a des anecdotes incroyables, ce qui n'est pas encore totalement le cas sur l'Estrade. Par exemple. Mais on progresse au niveau du kilométrage, et il faut le souligner avec l'apparition de cette boucle finale qui va peut-être aussi modifier le fonctionnement de la course. Parce que on a maintenant les secteurs les plus longs, vous savez, les secteurs qui font plus de 10 km, eh bien en fait sont assez loin de l'arrivée désormais. Vu qu'on a ces deux boucles, le premier passage au Tolfé, on sera encore à plus de 40 km de l'arrivée, donc peut-être que ça va modifier la manière de courir sur ce parcours d'Estrade Bianche. Peut-être que ces secteurs-là, le fameux Monte Sainte-Marie, le Monte Sainte-Marie va être à 70 bornes de l'arrivée cette année, hein, donc il est beaucoup plus loin. Donc est-ce que ça va modifier la manière de faire, ou est-ce que ça va créer des opportunités d'attaquer beaucoup plus tôt dans la course? Les équipiers vont peut-être avoir un rôle beaucoup plus important que les années précédentes, donc ça va être intéressant à suivre, et on va regarder tout ça en yeutant, en observant, en étudiant le parcours de cette édition 2024. On regarde tout de suite ce parcours femmes du côté de cette épreuve, du côté d'Estrade Bianche, parcours femmes. Donc, on a un parcours qui est plus court que chez les garçons, 138 km, mais avec également cette boucle qu'il faudra faire ces deux passages au Tolfé,
donc avec cette nouveauté du parcours 2024 du côté des Strade Bianche, départ de Sienne, arrivée également de Sienne. Là, c'est pareil que chez les garçons. Le départ, donc très vite, le premier secteur arrive. On rappelle que chez les filles, il y aura quand même 40 km de secteur de chemin blanc, 71 et demi chez les garçons. Premier secteur, c'est le Vidrita. Le Vidrita, donc c'est 2 km 1, il est classé 1 étoile par les organisateurs, donc c'est un peu comme Paris-Roubaix, il y a un classement entre 1 et 5 étoiles, les secteurs 1 étoile sont simples, 5 étoiles ce sont les plus compliqués, il y en a un seul, 5 étoiles. Secteur 1 étoile, donc un secteur assez plat, assez court également, ce secteur qui fait 2 km 1, mais ça permet de se mettre en route, de voir si le matériel, tout est bien réglé, parce qu'après ça va quand même assez vite s'enchaîner. On a ensuite le secteur numéro 2, le secteur Banaya, comme le pilote moto. Eh bien lui c'est un secteur un petit peu plus long, 5 km 8, secteur 3 étoiles, ce secteur de Banaya, avec un passage en bosse. Dans la deuxième partie de cette montée, c'est aussi la particularité de ces chemins blancs, c'est d'avoir parfois des belles montées. Là par exemple c'est 2 km 2 à 6,4 de moyenne. Or sur les chemins blancs, eh bien c'est très compliqué de se mettre, c'est moins compliqué que sur les pavés de se mettre en danseuse, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà, il faut faire attention, même si ça sera plus sec quand même que certaines années, mais il y aura peut-être un peu encore des traces d'humidité sur les secteurs, parce qu'il a plu quand même pendant la semaine. Troisième secteur, assez vide, donc là on est au kilomètre 27,5. Le secteur d'après, on sera plus qu'à 100 km de l'arrivée, avec ce secteur de Radic. 4,4 km, secteur numéro 3, qui est classé 2 étoiles assez plat. Ensuite, on aura le secteur 4 de la Plana, au kilomètre 50,5, encore une fois pour les filles, secteur de la Plana, 6 km 4, malgré sa longueur, il n'est classé que 2 étoiles. Et ensuite, le parcours est un peu différent par rapport aux garçons, vu qu'on a enlevé certains secteurs, vu que la course est plus courte encore une fois. Il y aura quand même encore un secteur long du côté des filles, c'est le secteur de San Martino in Grania. Seul secteur 5 étoiles de cette épreuve, 9 km 5 de parcours en montée dans la majorité des cas, avec notamment un passage de 1 km 9 à 6,9 de moyenne. À la sortie, souvent, on n'a plus tant de concurrentes que ça qui sont dans le groupe de tête. Et on arrive ensuite dans l'enchaînement final, donc cette boucle qui va commencer par un premier secteur qui sera le secteur de Monte Aparti, qui lui ne sera fait qu'à une seule reprise. Secteur de Monte Aparti, 600 mètres, catégorie 2, enchaîné avec le Colle Pinzuto. Le Colle Pinzuto qui lui sera pris à 2 reprises. Colle Pinzuto au kilomètre 90, on sera encore à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, notamment un passage de 600 mètres à 7,7%. C'est un peu moins dur, je dirais, que le Tolfe, où là il y a une montée qui est plus compliquée, mais ça reste quand même un secteur considéré 4 étoiles. Le Tolfe également secteur 4 étoiles, un peu plus long, 1 km 1. Mais là aussi du côté du Tolfe avec ce passage en cuvette, début en descente et ensuite la grosse montée de 600 mètres à 8,6%. Et bien ce secteur du Tolfe, le secteur peut-être emblématique pour moi de cette course, même s'il y a également un autre secteur chez les garçons, on le verra, qui est également très long, d'une quinzaine quasiment de kilomètres. Mais ce secteur du Tolfe, il est court, mais qu'est-ce qu'il est dur, et c'est là où Van der Poel avait attaqué, notamment il y a quelques années, lorsqu'il s'était imposé, donc le secteur du Tolfe. Et on enchaîne avec le secteur de Strada del Castagno, qui lui est un secteur nouveau et qui permettra de démuter cette boucle qui passera au nord de Sienne, boucle de Strada del Castagno, donc secteur 3 étoiles 1 km 3, et puis ensuite on a le secteur de Montechiaro 3 km 3, secteur 2 étoiles,
Et puis on enchaîne de nouveau avec le Pinzuto pardon, et le Tolfé pour finir. De nouveau, et puis cette arrivée finale vers Sienne, la Piazza del Campo, 700 mètres à 9,1%. Les pavés de ville, c'est des pavés assez larges, mais ça rend quand même pas super bien, et puis surtout c'est dur, et après une course qui aura été compliqué avec cet enchaînement de difficultés entre le dernier passage du Tolfé et l'arrivée. Il y aura 13 km. Particularité aussi avec ce parcours et ces deux boucles du Tolfé, c'est qu'à la sortie du premier passage du Tolfé, au lieu de tourner à gauche, on ira à droite. Et ensuite, on retournera bien à gauche pour le dernier passage du Tolfé, donc avec cette épingle quasiment à faire à la sortie, donc là où la relance est compliquée au sommet du Tolfé. On regarde la course des garçons. Alors, j'ai la carte de l'organisateur de la course parce que la carte de Pro Cycling Start était mal fichue. Il y avait on avait des trucs qui se chevauchaient, donc c'était pas très agréable à regarder. On commence pareil que pour les filles, les trois premiers secteurs sont les mêmes, c'est-à-dire on commence par le secteur de Vidrita enchaîné avec Banaya et Radik. Voilà, ces trois premiers secteurs sont les mêmes, là donc pas de changement par rapport à la course des filles. Secteur numéro 4, par contre, c'est un secteur qui est également le même, là aussi, le secteur de la Piana, 6 km 4, 2 étoiles. Sauf que la différence des filles, c'est que là, on est encore loin dans la course. La sortie du Piana, il restera encore plus de 165 km à parcourir, qu'on est encore loin de l'arrivée. C'est là où ça ne change pas un petit peu par rapport à la course des filles. C'est le secteur 5 de Lucinagno d'Asso. J'espère que je prononce bien. Lucinagno d'Asso. 11 km 9. C'est le secteur le plus long. C'est pas le deuxième, c'est le secteur du plus long. 4 étoiles. Et là, c'est dur quand même. Et ça va mettre déjà les premiers coureurs en difficulté avec une fin de secteur en descente. Là, c'est une particularité également de ce secteur. Le secteur 6, c'est le secteur de Pieve et Salti, 8 km, secteur 4 étoiles qui n'est pas non plus dans la course des filles, ce secteur-là. Et on enchaîne avec le secteur 7 de San Martino in Grania, celui-là on l'avait déjà du côté des filles, secteur qui là est marqué 5 étoiles, alors que chez les filles il était marqué que 4 étoiles. Non, il était 5 étoiles également chez les filles. Pardon. Donc là, c'est l'un des secteurs les plus compliqués. 5 étoiles, ça veut dire que c'est dur, ça veut dire qu'il y a pas mal de gravettes. Donc c'est ce petit gravier fin qui est très glissant. Donc il va falloir faire attention. Et puis ensuite, on aura le passage de Monte Sainte-Marie, le deuxième secteur emblématique de cette course avec le Tolfé, ce secteur de Monte Sainte-Marie. Donc qui fait 11 km 5 ici. Et là, normalement, on sera encore loin de l'arrivée désormais. Mais là, ça va faire un énorme écrémage. Et au sommet, il va y avoir un petit peu, pourquoi pas, des attaques, des tentatives d'attaque, un peu de désorganisation. On essaiera de compter un petit peu qui il y a encore, qui a disparu, si on a encore des équipiers, si on n'a plus d'équipiers. Avant, là encore, la section finale, le passage du secteur 9 à Monte a Parti, enchaîné avec ce collet Pinzuto Tolfé que l'on prendra à deux reprises. Et puis là, donc, on est pareil que chez les filles sur le final de cette épreuve, donc avec 12 13 km entre la fin du Tolfé et l'arrivée donc à la Piazza del Campo à Sienne, mais avec cette fois-ci 215 km et puis 185 comme on avait les dernières années. Donc voilà, on a 30 km à peu près de rajouter sur le parcours avec cette nouvelle configuration, donc avec ce double passage par le Tolfé et le collet Pinzuto, contrairement aux années précédentes. On regarde tout de suite l'histoire un petit peu de cette course et surtout la météo. Météo,
sur la journée. Du côté de la course des garçons, on sera avec un soleil, 14 degrés. Du côté des filles, une température beaucoup plus fraîche. Bien entendu, on part à 9 heures. Du côté des filles, 9h, 9h30 pour arriver vers 13h30. Donc forcément, au niveau des conditions climatiques, les premières heures de course vont pas être forcément très agréables. Il faudra faire attention à des secteurs qui seront peut-être encore humides à ce moment-là de la journée. Un vent d'ouest entre 15 et 30 km/h. Il sera rarement défavorable sur le parcours parce que le parcours fait une grosse boucle autour de Sienne avant d'avoir la boucle finale. On part vers le sud de Sienne pour remonter, c'est ça le parcours d'Estrade Bianche. Donc il sera rarement défavorable pour les coureurs et plutôt de côté ou favorable dans certains secteurs, mais ça sera plutôt de côté. Dans la majorité, on va dire, des secteurs, surtout les secteurs les plus longs du parcours, 15-30 km/h, ça sera quand même moins terrible que l'année où Julien Lafilippe notamment était tombé sur les Strade Bianche. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve assez récente. L'avantage, c'est qu'on a un palmarès qui est quasiment aussi jeune, que ça soit du côté des garçons ou du côté des filles. Du côté des filles, eh bien, l'Estrade Bianche date de 2015. Cette année-là, c'était Mégane Guarnier qui s'était imposée devant Elisabeth Deignan et Elisa Longo Borghini. Parmi les concurrentes qui se sont imposées, on a Elisabeth Deignan en 2016, Longo Borghini en 2017, Van der Breggen en 2018. À chaque fois, c'est en 2017, 2016 et 2018, c'était Neviadoma qui avait fini deuxième. Van Vleuten fera un doublé en 2019-2020 devant Annika Landval et devant Mavi Garcia en 2021. C'est Chantal Van den Broek qui s'était imposée devant Longo Borghini et Van der Breggen. Kopecky s'était imposé en 2022 devant Van Vleuten et Mollman. Et puis Demi Vollering s'était imposée en 2023 devant Kopecky et Cécilie Ludwig. Cette année-là, la concurrente de la FDJ. Du côté des garçons, les Strade Bianche sont une épreuve un peu plus ancienne. Première édition en 2007. À l'époque, c'était une épreuve qui n'était pas World Tour. Vainqueur Alexandre Kolpnev devant Lundqvist et Kalilov, l'Ukrainien. Fabian Cancellara est le recordman de victoires avec 3 victoires. Philippe Gilbert s'est imposé, notamment Moreno Moser qui reste le plus jeune vainqueur. C'était en 2013, il y a des ans, devant Peter Sagan et Rinaldo Nocentini. L'année d'après, c'était Kakowski qui s'était imposé devant encore Sagan et Alejandro Valverde. Valverde qui n'a jamais remporté cette épreuve, 2 fois 3e, une fois 2e. Stibar, vainqueur en 2015 devant Van Avermaet et Valverde. Cancellara, vainqueur en 2016 devant Stibar. Katowski, de nouveau vainqueur en 2017 devant Van Avermaet et Wellens. Tige Benoot avait gagné en 2018 devant Romain Bardet et Van Aert dans des conditions catastrophiques. C'était vraiment un océan d'eau. Julien Lafilippe avait gagné en 2019 devant Fuglsang et Van Aert avec ce duel avec Fuglsang. Et c'était la première 2018, c'était la première grosse course où Van Aert sur route avait fait vraiment, en dehors des pavés, un grand résultat. Il faut s'en souvenir. À l'époque, il était chez Veranda Willems. Je crois me rappeler le nom de cette équipe. Van Aert, lui, s'imposait en 2020 devant Formolo et Sharman. Van der Poel s'imposait devant Alaphilippe et Bernal en 2021. Pogacar en 2022 devant Valverde et Asgreen. Et en 2023, Pidcock s'était imposé devant Madouas et Tige Benoot. On regarde tout de suite les équipes et puis on parlera aussi des favoris pour cette épreuve. Alors, du côté des équipes, au départ, chez les dames, on va commencer par les dames au départ. Donc, c'est une épreuve World Tour, il faut s'en souvenir. Hop, start list chez les filles. Du côté des équipes World Tour et des équipes continentales qui sont invitées, eh bien, il y aura la team SD Works avec notamment Demi Vollering et Lotte Kopecky au départ. Il y aura également Misha Bredewold. HG Insurance avec Ashley Mollman sera au départ et Mireia Benito. L'équipe continentale Aromitalia 3T Vaiano, elle sera emmenée notamment par Elisa Totolo avec également Francesca Baroni. L'équipe B-Pink avec Andrea Casagranda. Il y aura également Prisca Savi dans cette équipe italienne. La Canyon SRAM avec Neviadoma qui sera au départ pour essayer peut-être de remporter pour la première fois cette épreuve avec Ricarda
Bauernfeind du côté de la Serratisi. On aura les deux Françaises, Carbaol, Asensio, avec Martha Lahr notamment. Et puis Jasulka aussi au départ, la polonaise. La Coptidis viendra avec Victoire Berthaud, avec la jeune Julie Bégaud, je rappelle championne du monde junior. Et puis il y aura également Morgane Coston et Flavie Boulais. Du côté de la F Education Calendel, Kristen Faulkner sera au départ, avec Corinne Labecki et Alison Jackson. Du côté de la FDJ Suez, Loche Ardegest, avec Léa Curigné, Vita Music également au départ. Du côté de la FDJ, j'avais oublié. Vita Music, j'avais pas vu sur la liste de départ. Du côté de la... Ça peut être une belle pièce, hein, Vita Music, du côté de la France. La Phoenix de Koninck, avec Yara Castelline, ou encore Puck Peters, du côté de Human Powered Earth. Eh bien, il y aura... Lily Williams ou encore Malcotti au départ. Isolmen Premac Vitoria, équipe continentale. Là, ça sera emmené par Valeria Kurnis. La Laboral Kucha Fondation Euskadi. Et bien là, au départ, il y aura Oyabiede et Anne Santesteban. Là aussi, il faudra faire attention à l'espagnol. La Lidl Trek avec Longo Bordini, Denian, ou encore Amanda Spratt, ou encore Sherin Van den Roy. Du côté de la Live, Alula Jeiko, Mavi Garcia sera au départ avec Alexandra Menli, ou Amber Pett, la Movistar. Elle sera emmenée par Flore Mackay, par Patigno, ou encore par Yelena Erich. Il y aura l'équipe Taskent, cette équipe ouzbek, qui peut participer à toutes les épreuves World Tour en ayant un peu joué avec les points UCI, pour le dire gentiment. Au départ, il y aura Kouskova au départ de cette épreuve. Que des concurrentes ouzbeks. Du côté de la DSM, il y aura Juliette Labousse avec Pfeiffer Gorghi également au départ. La team Mandelspeck Gaiman, équipe italienne avec Alice Capazzo. Du côté de la Visma, on aura Marianne Vos, Margot Vigier également au départ et Jeanne Marcus. Du côté de la Top Girl face à Bortolo, Alice Palazzi sera la leader de cette formation. La UAE, on aura Silvia Persico, Erika Magnaldi. Du côté de la Uno X, on aura Simone Boilard et Eleonore Barker. Et puis la BTC City Ljubljana, ça sera Urška Pintar, avec également des concurrentes italiennes comme Laporta, Crestanello ou Bonzanini. Du côté des équipes des équipes masculines, dans la liste de départ, bien entendu, le vainqueur de l'année dernière, Thomas Pidcock avec Geraint Thomas et Timen Arensman. Du côté de la Alpecin de Koninck, Quinten Herman sera au départ avec Michael Gugel. On aura et Oscar Risbeck, le néerlandais. Du côté de la Arkea, il y aura Albanese ou encore Kevin Le Danois et Kevin Vauquelin. Avec Cristiano Rodriguez aussi. Du côté de la Astana, il y aura Fedorov, Velasco ou encore Hidej Kelin avec Michele Gazzoli et Garofoli. Du côté de la Bora Hansgrohe, on aura Sergio Higuita avec Lennart Kamna et Daniel Felipe Martinez qui était sur le Tour de l'Algarve. Je ne l'ai pas mis parmi mes outsiders, mais j'avais pensé à Daniel Felipe Martinez. Du côté de la Cofidis, Guillaume Martin sera au départ avec Jonathan Nasra et Simon Geschke même. Du côté de la Coratec, on va avec Valerio Conti, Bonifacio Ponomar ou encore Christian Sbaragli. Du côté de la Décathlon, on aura Cosnefroy avec Jordan Labrosse, Bastien Trochon au départ et Nance Peters. Du côté de la EF Education Easy Post, Carapaz, Bétiol, Eli et Poles au départ. Du côté de la Groupama, Madouas, Grégoire, Martinez. Du côté de l'Intermarché, Lorenzo Rota avec Diane Smith. Du côté d'Israël, Stephen Williams avec Marco Frigo ou encore Chris Naylon. Du côté de la lead et Riley Sheehan qui a remporté quand même Paris Tour sur de la terre. Également du côté de la Lidl Trek, Andrea Baggioli avec Quinn Simons ou encore Tom Skunch. Du côté de la Lotto Destiny, Maxime Van Gils et surtout Lennart Van den Velt également au départ avec Logan Curie. Du côté de la Movistar, Davide Formolo avec Garcia Cortina ou encore Sergio Samitier. Du côté de la Q36.5, Gianluca Brambilla avec David de la Cruz au départ. Du côté de la Soudal Quickstep, Julien Alaphilippe avec Asgreen, Paul Magnier également et Maori Van Sevenant. Il faudra faire attention à Paul Magnier sur ce parcours-là. Je rappelle qu'il vient du VTT aussi. La DSM avec Romain Bardet, Warren Barguil au départ et Frank Vandenbroek. Du côté de... Et Vermarqueux aussi qui fait un bon début de saison pour le moment. La Jayco Alicia
Alula, pardon, avec Davide De Preto, Alessandro De Marchi ou encore Filippo Zana. La Polti avec Davide De Cassan, on aura également Pietro Bonne ou Eric Fetter. Du côté de la Visma Lease Bike, Laporte, Sepkus ou encore Attila Walter. Du côté de la Tudor Pro Cycling, il y aura Niels Brun ou encore Alexander Kamp avec Reichenbach. Du côté de la UAE, Pogacar, Del Toro, Baroncini et Tim Willems. Du côté de la Uno X, Magnus Cort Nielsen. Il y aura également Anders Alon Johannessen dans cette équipe. Et puis du côté de la Bahreïn, on aura Mohoric ou encore Milosevic et Torsten Trahen. Ça risque d'être compliqué. Il y a Torsten Trahen que j'ai vu dans la liste de départ où je me suis dit lui, à l'aise sur un vélo le mettre sur la terre, couillu quand même. Du côté de mes favoris, je rappelle que j'enregistre, nous sommes le 1er mars, il est 11h17, la liste de départ est donc à jour depuis 10h50 à peu près. Donc encore une fois, il peut y avoir des variantes entre la liste de départ que j'ai à l'instant T et la liste de départ qui sera au départ demain, au début de la course. Donc la liste de des coureurs peut différencier, donc il peut y avoir des surprises de ce côté-là, que ce soit chez les dames, et chez les hommes. On commence par les hommes avec Sepkus. Pour moi, pourquoi j'ai mis Sepkus? Ça peut surprendre certains, mais je l'ai trouvé très bien sur la Classique Arène Parisor. Comme dans cette équipe, je pense que j'ai pas mis beaucoup de sprinters, des profils sprinters, parce que je me suis dit sur un parcours comme ça, avec les kilométrages en plus, le dénivelé en plus, ça peut être compliqué pour ces coureurs-là, pour des profils notamment je dirais à la Christophe Laporte. Donc j'ai pas mis Laporte, moi je pense que ça va être peut-être trop compliqué pour Laporte, c'est pour ça que j'ai mis Sepkus. J'ai mis également Pidcock, qui a pas l'air trop mal en ce début de saison, donc on sait qu'il est à l'aise dans ces conditions-là difficiles. Lui il peut passer les bosses. Je rappelle qu'il a quand même gagné à l'Alpe d'Huez. Donc lui, dénivelé positif, ça ne va pas le mettre en difficulté. J'ai mis Pogacar parce que ça reste Tadej Pogacar. Je ne le mets pas en archi favori Pogacar parce que ça reste aussi son début de saison. Il commence très tard son année de course. Tout simplement parce qu'il a énormément d'objectifs, notamment les Jeux Olympiques et le Tour d'Italie, le Tour de France. Donc il est obligé de commencer très tardivement. Donc il faudra voir comment ira Pogacar, mais bon, je me souviens d'une année sur la Classique Arène Parisor, premier jour de course, et il a gagné cette épreuve-là. Et puis voilà, pour les favoris dans cette épreuve, pour moi, pour les archi-favoris. Pour les coureurs à suivre, j'ai mis Romain Grégoire. Alors, je suivrai également Martinez dans cette formation. J'ai pas mis Madouas. Pour le moment, c'est pas exceptionnel ce qu'a montré Madouas. Donc, Grégoire a été bon. Martinez, bien entendu, parce que sur le Trofeo Legueglia ou Legueglia, il a été très bon sur cette épreuve, donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai mis également Van Het Velde, il a remporté le UAE Tour, et sur ce profil-là de course, il peut être très bon, Lennart Van Het Velde. Le souci, c'est le choc thermique pour le coureur belge. Et puis Andrea Bajoli, j'attends de voir ce que ça va donner du côté de la Lidl Trek pour Bajoli, ça peut être intéressant. Et puis Daniel Felipe Martinez aussi pour la Bora Hansgrohe, il a fait un très bon tour de l'Algarve, très puissant face à Remco Evenepoel, donc j'attends de voir également ce que ça peut donner pour le coureur colombien. Du côté des favorites, des favoris chez les dames, eh bien j'ai mis Demi Vollering. On sait que c'est un parcours qui lui convient, arriver en boss forcément, elle risque d'être très dangereuse sur cette épreuve. J'ai mis également Kristen Faulkner, l'américaine, à la fin sacré numéro sur le Umloot van Het Hageland, 50 km toute seule, donc ça veut dire qu'elle est en bonne condition physique. J'ai mis Longo Borghini, elle aussi elle a montré qu'elle était en grande condition physique sur le Umloot Het Nieuwsblad dans son cas, donc je pense qu'elle sera dangereuse. J'ai pas mis Marianne Vos, tout simplement parce que pour moi c'est trop dur désormais pour Marianne Vos. Et puis dans les grosses cotes, j'ai mis Mavi Garcia, elle a déjà été performante sur ce parcours. Mavi Garcia, Moolman, je crois qu'elle a jamais eu de très bons résultats sur l'Estradé, donc j'ai envie de tenter un grand coup avec Ashley Moolman. Voilà, enfin un grand coup, on sait ses qualités de puncheuse à Ashley Moolman, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est pas une course qui lui a vraiment réussi. Du côté du programme télé,
Eurosport 2 est la une en Belgique à partir de 14h pour une arrivée prévue entre 16h30 et 17h chez les garçons. Pour la course féminine, eh bien, ça sera 11h30 sur Eurosport 2, là encore, pour une arrivée prévue à 13h30. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve samedi soir pour faire le débrief de cette épreuve. Allez, ciao, ciao!